Première réaction peut-être sur ce plateau avec vous, tiens, Stéphane Ravier. Est-ce que c'est vrai que la France n'a pas à rougir de son action? Et finalement, quand on regarde, au regard de tout ce qui se passe dans les autres pays, on n'est pas si mal classé que ça, au fond. Vous vous contentez, vous, du pas si mal classé? Moi, je ne me contente pas de « nous n'avons pas à rougir ». La France, l'un des pays les plus industrialisés, dit-on les plus riches, au système sanitaire, il n'y a pas encore si longtemps, les plus en pointe, se retrouve aujourd'hui, par la voix de son Premier ministre, à dire « nous n'avons pas à rougir ». Ce que je sais, c'est qu'il y a 60 000 morts, c'est qu'il en manque encore de beaucoup d'équipements dans les hôpitaux, que la vaccination dont on nous a vanté les mérites, on nous a dit que c'était l'arme absolue. Eh bien, vous savez, à Marseille, il y a quelques jours, nous disposions de 5 000 doses pour 870 000 habitants, que nous avons vacciné 0,2% de la population contre, je crois, près de 25% en Israël. Donc nous sommes en retard, une fois de plus, sur cette arme ultime qu'est la vaccination, comme nous avons été en retard sur les respirateurs, comme nous avons été en retard sur les masques, comme nous avons été en retard surtout. Alors quand on en est à autant se justifier comme le fait le Premier ministre, c'est qu'en réalité on a beaucoup de choses à se reprocher. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est effectivement bien le problème, un des problèmes depuis le début de cette crise, c'est que le gouvernement, l'État ne travaille pas en concert avec les élus locaux. Il ne prend pas en compte la réalité du terrain, alors que les élus locaux ne demandent que ça. J'étais en réunion téléphonée il y a quelques jours avec le préfet et puis les différentes institutions locales des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui faisaient savoir à ce préfet, donc au gouvernement, qu'il y avait des moyens mis à la disposition pour vacciner des salles, des sapeurs-pompiers, enfin le personnel médical nécessaire. Le préfet était incapable de dire de combien de doses nous allions disposer dans les jours suivants. Donc sur place, tout le monde est prêt parce qu'il y a une vraie expérience, une vraie connaissance du terrain et des besoins des gens. Mais là-haut, permettez-moi cette expression, ils sont perchés. Et ils sont enfermés, ils sont entre eux. Parce que cette crise sanitaire a engendré une véritable crise de démocratie. Ouais. Le gouvernement agit seul. Il y a quelques personnes qui se réunissent en comité dit de défense, encore une fois, sans prendre en considération la réalité du terrain, sans interroger les élus locaux qui sont, depuis le début de cette crise, on en revient... méprisés. Puisque c'est un extrait. Puisque ce n'est pas le professeur Raoult qui s'exprime, peut-être que lui, on va l'écouter. Parce que tant que c'était le professeur Raoult, avec pourtant des résultats probants dans sa méthode, que de tester, et pour des cas précis, administrer des soins qui n'étaient pas de son fait. Il n'avait aucun intérêt financier dans ce qu'il mais là, c'est le local de l'État qui parle. Il a été voué aux gémonies et Marseille, on en parle beaucoup plus lorsqu'elle est prétendument mauvaise élève que lorsqu'elle était bonne élève. Mais bon, là, c'est son bras droit qui s'exprime. Alors j'espère qu'il sera mieux écouté parce que c'est la réalité. La réalité qui veut que ces mesures coercitives, ces atteintes aux libertés individuelles, économiques et démocratiques, mais pour revenir aux libertés économiques, que de fermer les bars, les restaurants, d'avoir une activité économique très réduite et des déplacements très réduits, eh bien, ça n'a apporté aucune amélioration. En tout cas, rien ne prouve qu'une amélioration ait été apportée. Donc moi, je suis favorable à desserrer les taux et à ce que, en particulier, les bars, les restaurants, les hôtels puissent à nouveau réouvrir et qu'il y ait une activité économique qui puisse redémarrer. Parce que de fermer et un couvre-feu à 18h, eh bien, cela va entraîner en réalité une aggravation de la situation sur le plan sanitaire. Parce que combien de restaurateurs sont en train de fermer de tirer le rideau définitivement, ce qui les plonge dans une situation, je dirais, psychologique extrêmement dangereuse. Les cas de suicide se développent. Je crois que c'est 30% de plus de consultations chez les psychiatres, des gens qui n'avaient jamais consulté depuis le début de la crise. Donc on va au-devant d'une crise sanitaire aggravée par des mesures qui ne sont pas les bonnes, tout simplement. Gilles Piatret, Stéphane Ravier, vous nous assurez que ce n'est pas de la politique, ce n'est pas juste pour vous opposer à Benoît Payan qui, lui, prône justement ce couvre-feu avancé, qui prônait ce couvre-feu avancé. Non, mais parce que là, c'est pas pour vous opposer directement au maire de Marseille. Non, ce n'est pas le cas. C'est celle qui était maire et qui est devenue la première adjointe qui propose le confinement. Et celui qui était le premier adjoint qui est devenu maire
Enfin, je crois qu'il est toujours maire, parce qu'avec la gauche à Marseille, ça change très vite. Lui est d'avis contraire. C'est la majorité de gauche à Marseille est déjà en train de se fissurer. Mais au fond, vous êtes contre toutes les mesures. Parce que si vous voulez ouvrir les bars, de facto, vous êtes contre le couvre-feu avancé. Rouvrir les bars, les cafés, avec des mesures de précaution, comme d'ailleurs ces professionnels s'étaient engagés à le faire, comme ils avaient appliqué au début de la crise. Évidemment, en réduisant le nombre de clients, en ayant un dispositif sanitaire important. Mais là, on est en train de tuer leur activité et de les plonger, eux, ces hommes et ces femmes, dans une crise sanitaire extrêmement grave. Oserais-je évoquer l'impérieuse nécessité de fermer les frontières? En tout cas, pour les personnes qui seraient originaires d'Afrique du Sud, eh bien, de passer au contrôle, voire de ne pas recevoir l'autorisation de pénétrer sur notre sol, comme l'ont fait de nombreux pays en situation d'extrême gravité. Est-ce que le tabou va enfin tomber et que l'on va protéger ainsi mieux l'ensemble des personnes qui vivent dans notre pays, les Français comme les autres? Il en va de notre responsabilité, il en va de la santé publique. À situation sanitaire exceptionnelle, mesures exceptionnelles, cela s'impose plus que jamais. Quand l'évidence s'impose, elle s'impose. C'est sûr qu'il faut rester humble, l'ennemi est invisible, il est puissant, il mute. On a parlé beaucoup de Marseille lorsqu'il s'est agi du variant anglais. À Marseille, il y a ce variant. En 48 heures, il était déjà à Lille. Donc, il faut rester humble. Mais rester humble, ça ne veut pas dire rester sans rien faire. On aurait dû tirer les enseignements de la première vague. On aurait dû investir dans les hôpitaux. Et on manque encore de lits en réanimation. Il n'y a pas de plan d'investissement massif dans l'hôpital. La vaccination, la campagne de vaccination, on en a parlé, elle est plus que chaotique. Et l'on doit pouvoir, c'est vrai, coopérer sur le plan scientifique, à un niveau peut-être au-delà que le niveau national, et en tout cas ne pas laisser au laboratoire surpuissant toute la force, toute la démarche décisionnaire, parce que si en plus il y avait des problèmes avec ce vaccin, eh bien ce serait un fonds public qui indemniserait. Donc on voit bien que les labos là sont au-dessus de tout, au-dessus des lois, en se faisant un petit bénéfice, même un gros au passage. Et surtout, les recherches ont été financées très largement par des fonds publics quand même. Par les États, donc, oui. Dans l'urgence, l'Italie a recruté 20 000 personnels soignants, dont 10 000 infirmières, des médecins à la retraite. Je crois qu'il y a un sentiment d'unité nationale qui a provoqué ce phénomène, mais il y a eu une volonté de la part du gouvernement italien. Ça veut pas dire qu'ils ont ouvert des lits. Pardon ? Ça ne veut pas dire qu'ils ont ouvert des lits. Oui, mais il y a eu, je dirais, un personnel soignant qui était là pour répondre à l'urgence. Ça a été une initiative du gouvernement italien, ça n'a pas été celle du gouvernement français, je le regrette. J'ai tellement de choses, d'exemples dans ma tête que j'ai du mal à vous les présenter dans l'ordre. Je voudrais compléter rapidement la parenthèse de Monsieur le maire en rappelant que c'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui a supprimé la double peine. C'est Nicolas Sarkozy, président de la République, qui a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Quant à ces statistiques, elles paraissent être bonnes, mais si on s'intéresse aux statistiques de l'Institut de l'Observatoire de la délinquance, la réalité, à cette époque déjà, de la délinquance était multipliée par 3 en réalité. Ce n'était pas 4 millions, mais 12 millions de crimes et délits qui étaient subis par les Français annuellement. Donc, vous voyez, les chiffres, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Et Nicolas Sarkozy a largement participé. Oui, mais vous avez vos chiffres. Moi, je vous présente ceux issus d'un observatoire tout à fait indépendant. Tout à fait indépendant. Et la suppression de 12 500 postes de policiers et de gendarmes, vous ne la contesterez pas, celle-là d'information. Bien sûr, avec des moyens par groupe matériel supplémentaire. Dites-le aussi. La vérité, donc, la crèche. Écoutez, moi, j'ai été confronté en tant que maire à Marseille dans la même situation. Nous avions une piscine. Vous savez qu'à Marseille, les piscines, c'est rare. Hein. Eh bien, nous avions une piscine à la disposition des enfants, des quartiers populaires. Eh bien, elle subissait des attaques, l'occupation et les attaques du personnel, d'une petite bande de crapules, d'une cité avoisinante. Et j'ai appelé la police. Et nous avons renforcé les moyens. Mais la police ne pouvait pas intervenir. Elle n'en avait pas les moyens humains. Elle n'était pas soutenue pour le faire. Et j'ai dû fermer, boucher cette piscine à contre-cœur. Mais j'ai dû le faire parce que je n'ai pas reçu de la part de la préfecture les moyens policiers pour répondre à cette crapulocratie qui a pris le pouvoir dans ce quartier et dans des centaines de quartiers dans notre pays. Parce que nous avons, depuis plusieurs années, un discours politique, et notamment de la gauche, et notamment des Verts, qui voudrait que le délinquant, finalement,
eh ben, c'est une victime. C'est une victime de la société. Vous auriez fait pareil pour protéger le personnel? Moi, j'aurais sans doute été contraint de le faire. Ce qui aurait démontré, contrairement à l'idéologie dominante qui voudrait que l'insécurité s'installe quand les services publics s'en vont, c'est parce que l'insécurité s'installe que les services publics s'en vont. C'est pas par un manque de moyens. Les moyens sont là. La crèche, il y avait un bureau municipal dans mon secteur qui a dû lui aussi, un bureau municipal annexe, qui a dû lui aussi fermer parce que victime de menaces, victime d'agressions, les agents étaient agressés physiquement régulièrement. Donc il y avait là l'existence d'un service public qui a dû fermer sous la pression des crapules. La même chose pour les trafiquants de drogue dans de nombreuses cités à Marseille. Les services existent, les métros, les bureaux de poste, tout ce que vous voulez, mais en raison d'une cécité des pouvoirs publics et du manque de moyens de la police qui pourrait faire, qui sait faire, elle sait envers qui il faut agir, mais on ne lui donne ni les moyens humains, ni le soutien de la hiérarchie. Donc dans ces conditions-là, on ne peut qu'aboutir, et surtout avec les talibans verdoyants qui nient la réalité de l'insécurité, on ne peut en venir qu'à la perte d'un service public qui va nuire, bien sûr, au quotidien des familles. Vous êtes d'accord sur Gérald Darmanin? Oui, si on veut, oui. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Il faut savoir quelle définition on donne à la sécurité, quelle importance on lui donne. Moi, j'en fais pas l'alpha et l'oméga, mais j'en fais l'alpha. La sécurité, c'est à la base de tout. Sans sécurité, il n'y a plus de crèche. Sans sécurité, il n'y a plus de commerce. Sans sécurité, il n'y a plus de liberté individuelle. Sans sécurité, il n'y a plus de liberté économique, parce qu'on ne vient pas s'installer dans un quartier comme à Marseille, où on se rafale à coups de Kalachnikov en plein jour, où on tire sur la police à l'arme de guerre. Donc, c'est ce qui conditionne tout le reste. La sécurité, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et un investissement pour tout à chacun, pour nos libertés individuelles, je l'ai dit, et pour, une relance économique. Donc il faut mobiliser les moyens de l'État, alors que l'État se décharge de plus en plus sur les communes, dont il réduit les budgets. Donc les communes ne peuvent pas tout prendre sur leur dos, même si c'est une priorité, elles ont leurs limites. Il faut que l'État investisse dans la sécurité et que les communes y apportent un complément. Et ça devrait être une priorité, je dirais même la priorité des priorités. Et moi, je suis favorable à la répartition de ces individus dans les régions de leur pays d'origine. Ils n'y resteront pas. De leur pays d'origine. Oui, c'est la première partie. Non plus, d'ailleurs. La première partie de votre phrase m'étonnait un petit peu. Plutôt que répartir, il faut repartir. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la région parisienne qui soit engorgée, c'est la France qui est engorgée, c'est l'Europe qui subit une véritable politique d'immigration, de submersion. Il faut donc organiser le retour de ces étrangers dans leur pays et en priorité ceux qui sont sur notre sol de façon illégale et clandestine. Vous savez qu'à Marseille, il va y avoir 80 clandestins qui annoncent une manifestation parce qu'ils n'ont pas obtenu leurs papiers, au nez et à la barbe des autorités. Eh bien, ces 80 personnes doivent être arrêtés et reconduits à la frontière, et pas seulement à la frontière, ils doivent être expulsés. Elle est là la seule solution. Il faut envoyer, vous parliez tout à l'heure de signaux, il faut envoyer un signal très fort à l'émigration potentielle à venir, en inversant le flux, parce qu'autrement nous serons submergés avec les conséquences économiques, sociales, identitaires et sécuritaires.